I've been looking for a word. Alive. I'm alive. Si le titre original de l'épisode The Doctor's Wife laisse planer un certain mystère, le titre français n'y va pas par 4 chemins. L'âme du TARDIS. Depuis le début de Doctor Who, le TARDIS n'est pas qu'une machine à voyager dans le temps et l'espace. Il est mu par une volonté propre, emmène le Docteur à des années-lumière de son objectif initial, et l'idée qu'il soit vivant a été largement suggérée. Well, the TARDIS is more than a machine, Tegan. It's like a person. It needs coaxing, persuading, encouraging. Mais The Doctor's Wife va au-delà et prend cette dernière affirmation au pied de la lettre. Et si le TARDIS était, encore plus que vivant, en chair et en os? Cette idée ne vient pas de n'importe qui. The Doctor's Wife est la première contribution de Neil Gaiman à la série. Et dans quelques minutes, il vous paraîtra évident que cet épisode crie par tous les pores le nom de son créateur. Arrêtons-nous tout d'abord sur ce sacré personnage incroyablement prolifique qui ne se limite pas à écrire des scénarios pour la télévision et le cinéma, mais est aussi un auteur renommé de romans, de comics et même de livres pour enfants. L'enfance de Neil Gaiman est profondément marquée par la religion, ce qui va ensuite déteindre sur nombre de ses créations. Sa famille, juive, va se laisser sombrer dans la scientologie et y restera, alors que Neil, lui, prendra sa propre voie. Il a de nombreuses passions, par exemple Doctor Who, de l'âge de 3 ans jusqu'au lycée, où il troque le TARDIS pour le flirt et le punk rock, mais ce qu'il aime par-dessus tout, ce sont les comics. Et c'est cet amour qui va le mener vers l'écriture, mais la vie réelle lui renvoie son rêve d'être auteur en pleine poire. Il se tourne à regret vers le journalisme pendant quelques années, affine son style dans ses articles et dans des pastiches d'auteurs qu'il aime, avant de revenir à la charge en publiant à 26 ans son premier roman graphique, Violent Cases. La même année, en 1987, il rédige sa première série de comics pour DC, Orchidée Noire. 2 ans plus tard, toujours chez DC, il commence la publication d'une œuvre sur laquelle on va revenir plus longuement juste après, The Sandman. Les années 90 sont fastes pour Neil Gaiman qui, parallèlement à ses comics et romans graphiques, publie plusieurs romans, dont Good Omens, sur lequel nous avons déjà fait une vidéo. Depuis, il enchaîne les succès en librairie, sur le petit et le grand écran, et même au théâtre. Neverwhere, Stardust, American Gods, Anansi Boys, L'Océan au bout du chemin, Coraline. Neil Gaiman est partout. Et il récolte des dizaines de récompenses prestigieuses sur son passage. Mais une passion n'a jamais quitté complètement le cœur de Neil. Doctor Who est toujours là, en sommeil. Dès 1988, il manifeste auprès de Douglas Adams, ancien script éditeur de Doctor Who, la volonté de travailler sur la série qui l'a tant fasciné enfant. Mais dès l'année suivante, alors que sa carrière commence à peine à prendre son envol, Doctor Who est rayé de la grille des programmes. Sa passion n'est pas un mystère, ses fans connaissent son amour pour le Docteur et le TARDIS, et au retour de la série en 2005, tous savent que ce n'est qu'une question de temps pour qu'il signe un épisode. Et il n'y en aura pas qu'un, mais bien 2. Amazing. Mais aussi intéressant à décortiquer que soit Nightmare in Silver, c'est bien The Doctor's Wife qui, selon moi, porte le plus la marque de son auteur. Cela est dû à plusieurs paramètres. Son écriture est viscérale et personnelle, résultant de sa passion pour ce projet rêve d'enfant et d'un premier jet mis sur papier en plein deuil alors qu'il rentrait en avion de l'enterrement de son père. L'épisode est une ode à la vie, limitée mais si belle, si riche, qu'il faut profiter de tous les instants. C'est aussi un défouloir pour y libérer sa fanboyite aiguë. The Doctor's Wife fourmille de références à l'ensemble de la série, quoique Nightmare in Silver ne soit pas en reste sur ce point. Mais la raison pour laquelle cet épisode me semble si emblématique du travail de Neil Gaiman, c'est parce qu'il cristallise un leitmotiv de l'auteur, la personnification des concepts. Plus qu'un objet, le TARDIS représente la liberté totale, un voyage absolu. Il est l'esprit même du Docteur, qui rêve d'évasion et d'exploration. Et sous les traits d'Idris, le TARDIS prend forme humaine et nous le rappelle. No, but I always took you where you needed to go. Le Docteur s'est laissé happer par cette liberté qui lui manquait tant. C'est ce qui nous plaît dans le personnage et ce pourquoi on se rêve tous un peu d'être des compagnons. Des possibilités illimitées. Le temps et l'espace s'étendent devant nous. Notre propre existence, à durée limitée, devient la seule frontière. Neil Gaiman nous offre ici une proposition des plus simples. Et si ce symbole d'omniscience, de liberté et d'infinité des possibles prenait forme humaine, pouvait marcher parmi nous, parler avec nous? Qu'aurait-il à dire? Que tirer de son vécu et de sa sagesse millénaire? Et c'est exactement cela qui fait que The Doctor's Wife est dans son essence même une parfaite représentation de ce qu'est l'œuvre de Neil Gaiman à une plus grande échelle. Ce questionnement de la personnification des concepts est un point central de son travail et, s'il est ici apposé au TARDIS, il est habituellement rattaché à des idées bien plus ésotériques et religieuses.
Je l'évoquais un peu plus tôt, mais la religion a eu une place centrale dans la vie de Neil Gaiman dès son plus jeune âge. En a résulté une fascination générale pour le concept même de croyance. Pourquoi croit-on en des concepts aussi abstraits que les divinités? Pourquoi personnifier la mort sous les traits de la faucheuse, et ne pas faire de même avec l'ensemble des concepts qui régissent notre monde et notre psyché? Sans m'y attarder, je souhaite évoquer Good Omens, un roman et une série qui étiole notre rapport au bien et au mal avec une improbable amitié entre un ange et un démon. Good Omens reprend des concepts déjà personnifiés dans l'imaginaire collectif. Par exemple, que sont les cavaliers de l'Apocalypse, sinon des représentations anthropomorphiques des grands maux de l'humanité? Notons que si 3 des cavaliers de Good Omens sont retenus historiquement, guerre, famine et mort, les auteurs, Gaiman et Terry Pratchett, ont eu l'idée de faire évoluer ces concepts apocalyptiques pour les adapter à l'ère moderne. Prenons le 4e cavalier, pestilence, qui devient ici pollution. Quant au personnage de famine, il ne se contente plus de détruire les champs, il crée des chaînes de fast-food. On retrouve cette utilisation de concepts déjà personnifiés dans American Gods et sa suite, Anansi Boys, qui propose un monde où les divinités marcheraient parmi nous. Toutes les divinités, dont la plupart réunies sur le sol américain. Ainsi se côtoient des représentations réactualisées d'Odin, le dieu principal de la mythologie nordique, d'Ishtar, une divinité mésopotamienne de l'amour, du ciel et de la guerre, Anans, un héros folklorique d'Afrique de l'Ouest, Tchernobog, le dieu de la nuit slave, ou encore Kali, la déesse hindoue de la destruction. La majorité de ces dieux n'ont plus que l'ombre de leur pouvoir d'antan, et la menace qui pèse sur leur tête n'est autre que les divinités modernes de l'Amérique et du monde. Internet, les médias, ou encore la voiture, eux aussi revêtant forme humaine. Comment toutes ces divinités ancestrales et éternelles ont-elles survécu à l'évolution du monde et au passage de leur grandeur? Leur pouvoir souffre-t-il de cet oubli progressif et de cet abandon de l'humanité? American Gods affirme ainsi que les dieux existent car on croit en leur existence, et non pas l'inverse. Je vous ai promis il y a quelques minutes de m'attarder sur Sandman plus longuement. Il est donc temps d'y revenir car il s'agit d'une des œuvres de Neil Gaiman qui s'attarde le plus sur cette anthropomorphisation des concepts. Sandman est originellement une série de comics et depuis peu une série Netflix. Nous y suivons les chutes et les gloires de Morphée, Morpheus, le marchand de sable, Sandman, tant de noms pour désigner le rêve. I know who you are. Dream of the endless. Dream, c'est bien le nom le plus utilisé dans Sandman pour parler de ce personnage mystique, de cette incarnation anthropomorphique de l'état psychique où nous mène le sommeil. Sandman se réapproprie et propose un mélange homogène de mythologies de toutes origines. Comme pour American Gods, les divinités se côtoient dans un monde très similaire au nôtre. Peut-être même le nôtre. Les mortels évoluent à leur côté, naissent, vivent, meurent, sans se douter des enjeux ésotériques qui se déroulent sous leurs yeux. Mais Sandman ne se contente pas de parler de divinité. Ici, tout concept de la conscience humaine, et animale même si celle-ci est moins abordée, est personnifié. Rêve/Dream est le protagoniste de ce long conte, mais il est aussi membre d'une fratrie surprenante. Destin, destruction, désespoir, désir, délire et mort/death. Ce sont les Endless, ou Infinis en français. Let me tell you something, Dream. You are utterly the stupidest, most self-centered, pathetic excuse for an anthropomorphic personification on this or any other plane. En excluant Rêve, c'est la mort qu'on côtoie le plus. Elle aide son frère à être en paix avec lui-même et avec sa mission de réguler et créer rêves et cauchemars. Et c'est elle qui aide à saisir la raison de l'existence même de ces concepts. Pourquoi la mort existe-t-elle? Est-ce parce que l'humanité croit en son existence, comme pour les dieux d'American Gods? Non. Si l'humanité lui donne de la force, la mort, elle, existait pour accompagner la première forme de vie et sera toujours là pour escorter la dernière. Son rôle est de servir l'humanité, et de manière plus vaste le vivant, de l'accompagner au-delà de son état de vie, quoi qu'il y ait ou pas derrière. I have a job to do, and I do it. De même que tous ses frères et sœurs ont des missions similaires. Ils existent pour servir la vie. I learned that all they really need is a kind word and a friendly face, like they had in the beginning. Sandman est une œuvre exceptionnelle, riche, variée, envoûtante. À mesure que l'on tourne les pages, on se retrouve confronté à nous-mêmes, à nos craintes et à notre subconscient. Et si la série propose une ambiance moins macabre et décharnée, elle parvient tout de même, grâce à la subtilité d'écriture des personnages, à nous envoûter et à reconsidérer les enseignements que l'on tire de certains concepts de la conscience.
À quoi bon rêver? Les cauchemars sont-ils bénéfiques? Pourquoi craint-on la mort? Si notre cher Tardis ne revêt pas une telle dimension mystique et se contente d'être une allégorie de la liberté de l'aventure, je vous invite néanmoins à découvrir plus en profondeur le travail de Neil Gaiman et de ses univers si fascinants, à la frontière de l'imaginaire et de notre propre psyché. À ce titre, la série Sandman, étroitement encadrée par Gaiman, me semble être le point d'entrée idéal pour son univers. Plus grand public que le comics, tout en gardant l'histoire, les personnages et les thématiques, elle est plus superficielle mais ne manque pas de cœur et d'audace pour autant. Je ne vais pas vous le cacher, j'étais très sceptique à l'annonce de cette série. Le comics a la particularité de changer de dessinateur et donc de style à chaque histoire. Rêve change ainsi continuellement d'apparence, s'adaptant à l'esprit des êtres vivants qu'il côtoie. Telle une idée commune mais abstraite qui revêt une forme différente dans l'inconscient de chacun. L'annonce d'un acteur quasi unique dans le rôle me laissait donc dubitative. Je craignais de perdre une partie de l'âme de l'œuvre originale, et cela m'a effectivement manqué durant mon visionnage, bien que Tom Sturridge excelle dans son rôle. Mais la série a l'élégance d'avoir conservé les changements d'atmosphère propres à chaque histoire, et nous offre 12 propositions de réalisation et de ton, et donc 12 psychés différentes. À vous d'estimer si vous souhaitez découvrir cet univers, entre songe et réalité, via papier ou via Netflix. Le choix est entièrement le vôtre. Une seule chose est certaine, vous ne regretterez pas votre voyage au pays des rêves.